quelle entrée en matière. Merci Dorothy, merci Sandrine, merci à vous de nous avoir invités et surtout d'avoir invité Denis Oliven. Alors, je le montre, on fait comme ça dans les émissions littéraires, dictionnaire amoureux des Juifs de France. Chaque mot est pesé, surtout amoureux d'ailleurs. Et d'habitude, c'est une collection que j'aime beaucoup, dans laquelle il y a une infinité de titres. Et généralement, on grappille, on saute d'une entrée à une autre. Et là, j'ai commencé à A et j'ai fini à Z. Je l'ai dévoré, goûté, je l'ai dégusté très exactement. C'est un boulot formidable, c'est un travail de titan, c'est une richesse d'érudition formidable parce que il y a, vous verrez bien, il y a de la Kabbale, Lévinas, Rachi, bien sûr, Péguy, Montaigne, les chanteurs juifs, les juifs et les maths, les médecins juifs, les trotskistes, et puis il y a les héros comme Georges Mandel, puis les truands comme Zemmour. Mais j'étais sûre que vous réagiriez, je ne me prononcerai pas sur celui auquel vous pensez, mais là il s'agit en fait des frères Zemmour qui étaient des grands truands du banditisme, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, on va feuilleter ensemble quelques entrées très savoureuses, mais aussi nous t'interroger, on va se tutoyer. Bon. On se tutoie dans la vie, donc on est comme dans la vie ici. T'interroger un peu sur les différentes espèces de juifs ou les différentes espèces de judaïsme et voir si dans une lecture horizontale de ce dictionnaire ne se dessine pas, et quand on commence comme ça, la réponse est oui, un autoportrait. Alors on va commencer d'abord par des portraits magnifiques, des héros, de grands juifs. Alors je vous laisse évidemment les découvrir. Il y a Rachi, je voulais qu'on commence par Rachi quand même, c'est la moindre des choses. On est dans une salle qui porte son nom, un centre qui porte son nom. Il s'appelait Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Ça a l'air d'une blague. Non, c'est pas une blague. Mais il s'appelait vraiment Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Oui, absolument. Et donc, il est du XIIe siècle et c'est un des plus grands exégètes. Mais j'ai l'impression que tu t'es surtout délecté à raconter sa vie, plus qu'à raconter ce qu'il avait au fond analysé du Talmud et de la Torah. Alors peut-être, je sais pas, que tu nous donnes un ou deux exemples d'exégèse qu'il a faite devant ses filles, parce qu'il a instruit ses filles. C'était un féministe, cet homme. Au XIIe siècle, c'était assez rare. Et il avait 3 filles, le malheureux. D'abord, si j'avais su que... D'abord, je suis ravi d'être ici avec vous. Et si j'avais su que ce livre me donnerait l'occasion d'être interviewé par Anne Sinclair, je l'aurais écrit bien plus tôt. Je me demande pourquoi j'ai pas fait ça bien avant. Donc merci infiniment. Rachi, moi je suis si peu expert en choses religieuses que j'aurais de la peine à analyser sa contribution au judaïsme religieux. En revanche, comme personnage du judaïsme français, c'est un personnage extraordinaire. D'abord parce que c'est l'écrivain français le plus lu, compte tenu du fait qu'il est le maître des commentaires de la Torah et que par conséquent il a été lu par des générations de lecteurs du texte en France et ailleurs. Mais ensuite parce que grâce à lui, figurez-vous, il a non seulement été lu par les Juifs, mais il a été lu par les philologues et les spécialistes du français ancien, parce que c'est grâce à lui que nous savons comment se prononçait le français du XIIe siècle. En effet, on comprend que les Juifs de l'époque de Rachi, là où il était en Champagne, se parlaient en français, traduisaient le français en hébreu,
Et donc, à l'inverse, en sachant comment se prononce l'hébreu, on peut retrouver la prononciation du français. En sorte qu'il a été étudié, et il est encore étudié pour cette raison, et tout un tas de gens qui ne connaissent rien du judaïsme connaissent Rachi. Par ailleurs, ça m'a paru aussi passionnant de voir que, contrairement à l'idée qu'on se fait comme l'a dit un historien américain, de l'histoire lacrymale du judaïsme au Moyen-Âge, l'idée que les Juifs ont été persécutés depuis la première heure, ce qui est à la fois vrai et faux, on voit que vivaient au XIIe siècle en Champagne des Juifs qui étaient non seulement à Troyes, oui. Qui étaient non seulement pratiquaient leur religion et la commentaient, mais qui par ailleurs étaient vignerons, insérés donc dans un tissu professionnel dont on a peine à penser qu'il existait, puisqu'on se figure que les Juifs étaient interdits des professions agricoles jusqu'à la Révolution française. Pas vrai. Et vivaient en plus ou moins bonne harmonie avec leurs semblables chrétiens, au point qu'il y avait des échanges interreligieux très importants et que des chrétiens de l'époque utilisaient la science des rabbins pour revenir au texte originel. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, puisque mon sujet, c'est de m'intéresser à la présence des Juifs en France, dont on a l'impression qu'elle est, quand on est ignorant, qu'elle est récente, alors qu'ils sont sur le sol de ce qu'elle est devenue la France depuis au moins le 1er siècle de notre ère en Provence. Et on voit qu'au Moyen-Âge, leur présence était brillante. Et on verra d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, ils avaient même des turiféraires. On va y venir. Alors les grands héros, pour parler de périodes un peu plus récentes, tu fais. J'ai l'habitude de dire vous quand j'interviewe même quelqu'un que je connais, donc voilà. Tu m'excuseras pour le vous de temps en temps. Tu fais les portraits de Blum, de Bergson, de Mendes France, de Romain Gary, de Kessel, enfin tous ces grands juifs que vous retrouverez avec bonheur. Sur Mendes, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, tu dis, et je crois que c'est plus ça qui t'a intéressé que son judaïsme, tu dis au fond, et c'est un échec total, mais une victoire idéologique absolue. C'est-à-dire un échec parce qu'il a gouverné 7 mois et 17 jours, mais la victoire idéologique de la gauche de Mendes, de la social-démocratie telle qu'il le voyait, telle qu'il le vivait. Qu'est-ce qu'il y a de juif chez Mendes pour toi ? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que quand tu dis je m'intéresse pas à ce qu'il a de juif, si. Je m'intéresse pour tous mes personnages, puisque c'est le franco-judaïsme qui m'intéresse, le mystère de cette relation qui n'a pas d'équivalent, je crois, historiquement et géographiquement, dans aucun autre pays du monde, je crois. De telles noces ont existé entre les Juifs et l'État-nation qui les accueillait. Quand on regarde un peu autour de nous, on voit que l'Espagne les a expulsés en 1492 et ne les a jamais rappelés. Le Portugal, idem. Qu'en Angleterre, ils ont été expulsés en 1270 et ils sont revenus péniblement à la fin du 19e siècle. Il est calé, hein ? Pardon ? Non, mais en Allemagne, l'Allemagne, comme l'a dit Hannah Arendt, les Juifs ont cru qu'ils adhéraient à l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle, n'avait pas adhéré aux Juifs. Ils ont pensé, ça a été l'un des autres grands pays d'assimilation des Juifs à la nation, et puis on a vu comment ça avait fini. La France fait complètement exception. Donc ce qui m'a intéressé, depuis les premiers jusqu'à Mendes et d'autres, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui restait de Juifs chez ces Français, et qu'est-ce qu'il y avait de Français en eux qui l'emportaient ou pas sur le judaïsme. Donc quand on voit quelqu'un comme Mendes, d'abord Mendes est un personnage extraordinaire, y compris dans son rapport avec le judaïsme. Je citais une phrase qu'il a, au début de mon texte, qu'il a sur lui, qu'on doit à Anne, puisque c'est elle, lors d'un interview, qui le lui a fait dire. Il a dit « Je n'ai jamais caché que j'étais juif, je ne l'ai jamais oublié, et si d'aventure je l'avais oublié, on me l'aurait rappelé. » Donc Mendes a été en but de manière permanente à l'hostilité antisémite tout au long de sa carrière, dès ses premières élections. Je voudrais juste, pardon de t'interrompre, mais je voudrais juste, parce qu'il faut se rappeler que l'extrême droite était, ou est, toujours antisémite, et que Poujade disait à Mendes, si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, vous n'auriez jamais osé vous faire servir un verre de lait dans une réception internationale. Et Le Pen, le père,
disait, alors qu'il était député poujadiste, vous cristallisez sur votre personnage un certain nombre de répulsions patriotiques et presque physiques. Je crois qu'il faut jamais oublier ça. C'est d'ailleurs dans sa longue série, c'est la première des sorties des saillies antisémites de Le Pen. Mm. Mais Mendes ne manquait pas d'esprit, et notamment d'esprit de répartie. Dans un meeting un jour, alors qu'il prenait la parole, quelqu'un l'avait interrompu en criant « Tais-toi le circoncis », et il avait répondu « Ta femme est bien bavarde ». Donc Mendes est un personnage qui n'a pas fait mention de son judaïsme dans sa vie publique, sauf quand on l'a interrogé dessus rarement, mais c'était comment dirais-je, la manière de l'époque. En revanche, on sait maintenant, et on l'a vu, qu'il était très très soucieux de comprendre sa généalogie et d'être fidèle à ses racines. Il a été un acteur décisif, le premier du dialogue israélo-arabe, israélo-palestinien même, parce qu'il avait à la fois la confiance des Israéliens, des travaillistes israéliens qu'il appréciait, et des nationalistes arabes de la révolution arabe qui avaient aimé en lui le décolonisateur, donc il pouvait leur parler aux deux. Et il a organisé, au début des années 70, dans le château de Montfrin, où il habitait du fait de sa compagne, qui était la petite fille de Suzanne Crémieux et la fille de Robert Servan-Schreiber. Oui, Robert, je sais plus, enfin un Servan-Schreiber, bref. Jean-Claude. Non, Jean-Claude ou Robert? Non, Robert. Bon, enfin bref. Bref, en tout cas, il a organisé les premières rencontres qui étaient d'ailleurs pénalement répréhensibles à l'époque entre les Israéliens et les Palestiniens. Il était un acteur du dialogue israélo-arabe. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'il a de juif? Moi, je dirais, mais c'est peut-être comment dirais-je, exagéré, mais c'est un fil conducteur, me semble-t-il, du franco-judaïsme, une certaine raideur morale, une certaine raideur morale. Si on pense que le judaïsme, c'est d'abord une position éthique, il en était l'incarnation, parfois jusqu'à la caricature, et peut-être au détriment de sa carrière politique. Alors certains diront que c'est parce que, enfin, il y avait une forme de, comment dirais-je, Enfin, moi, je dirais qu'il il a été empêché. J'ai l'impression, enfin, ça mériterait des discussions, mais j'ai l'impression qu'il s'est toujours dit « je suis juif » et je ne pourrais pas, au-delà d'une certaine limite, président du Conseil de la 4e République, et c'est aussi pour ça qu'il était contre la 5e et l'élection au suffrage universel. Enfin, j'ai toujours pensé ça. En tout cas, il a toujours pensé que lui ne pourrait pas se présenter au suffrage universel parce qu'il était juif. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul dans son cas. D'ailleurs, de ce point de vue, Blum fait exception. Mais quand Georges Mundell, quand les Anglais, au moment où les Anglais comprennent que la défaite française est consommée et veulent créer un gouvernement de résistance avec eux, ils le proposent à Georges Mandel. Et Georges Mandel dit non, je peux pas. Et il propose à De Gaulle de le remplacer en lui disant moi je ne peux pas parce que d'abord je suis juif et donc je ne pense pas qu'un juif puisse incarner le gouvernement de la résistance française. Mais c'est Churchill même qui lui demande. Ouais. Ouais. Et d'autre part, il dit je ne peux pas quitter la France. Je ne peux pas quitter la France parce que je suis juif. Et donc on m'accusera d'avoir fui. Donc Mendès n'est pas le seul juif qui, dans sa vie politique, se mettra à lui-même des barrières du fait de son origine ou de son appartenance au judaïsme. Bon, alors encore une fois, plein de portraits extrêmement érudits, certains. Comme ce qui est formidable, c'est que tu fais 4 ou 5 pages à chaque fois sur chacun. Et je vous conseille les 4 ou 5 pages sur Lévinas, ces petites leçons de Lévinas en 5 pages, par quelqu'un qui a assisté à des séminaires absolument prodigieux. Bon, passons parce que sinon on va y passer la nuit. J'aimerais bien que tu parles de figures, moi qui me sont chères, comme Pierre Masse. Pierre Masse a été sénateur de la République. En 1940, il avait été, je crois, au gouvernement de Clémenceau, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été arrêté dans la rafle des notables, qui me tient à cœur, pour d'autres raisons.
Il a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui est très intéressant compte tenu de la lettre qu'il écrit à Pétain. Et la lettre est exceptionnelle. Je ne la lis pas en entier, mais Monsieur le maréchal, j'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serais obligé de me faire dire si je dois aller retirer leur galon à mon frère, sous-lieutenant au 36e régiment d'infanterie, tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre, sous-lieutenant au 14e régiment de dragons, tué en Belgique en mai 40, à mon neveu Jean-Pierre Masse, lieutenant au 23e colonial, tué à Rethel en mai 40. Et il continue comme ça. Puis je laissais à mon frère la médaille militaire avec laquelle je l'ai enseveli. Suis-je assuré qu'on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père? C'est une lettre absolument magnifique que cite d'ailleurs Robert Badinter quand il parle de ce qu'était la collaboration et ce qu'étaient les grandes figures de l'époque. Et Pierre Masse était un homme exceptionnel qui a été arrêté, déporté à Auschwitz et qui est mort avec son frère, son frère était colonel de l'armée française. Oui, d'ailleurs, c'est un point, parce que souvent on a l'impression, l'une des manifestations, à partir de 1791, les Juifs deviennent des citoyens de plein exercice. Et quelle est la première manifestation de cette citoyenneté de plein exercice? C'est l'engagement au service de sa patrie, y compris au risque de sa vie. Dès la Révolution, il y a des soldats juifs. Ce que tout le monde ignore, ou à peu près. Si vous vous promenez sous l'Arc de Triomphe et que vous regardez ce que j'ai fait lorsque j'étais jeune homme, enfant plutôt, et bonapartiste, avant que mon père ne me guérisse de cette illusion, si vous vous promenez sous l'Arc de Triomphe et que vous regardez la liste des généraux d'Empire, il y a parmi eux le général Wolf, qui est le petit-fils de Servbert, l'un des acteurs de l'émancipation des Juifs, et qui est un général juif. C'est-à-dire qu'en France, bien avant d'autres pays, dès quelques décennies après la Révolution, il y a des généraux juifs, il y a des officiers juifs. Dreyfus, d'ailleurs, s'en souvient. Dreyfus s'en souvient. Oui. Et ça va continuer en 1870. En 1914, l'engagement des Juifs dans la Grande Guerre est tel que Maurice Barrès, qui est l'un des maîtres de l'antisémitisme au sens propre, de celui de Drummond, de Maurras, etc., retourne sa vision des choses et écrit Les familles spirituelles de la France, et y inclut les Juifs en disant, j'ai longtemps cru, parce qu'il avait un antisémitisme raciste et xénophobe, que les Juifs étaient par nature, par leur race étrangers, et je m'aperçois que non, ils sont capables, par le sacrifice de leur vie, d'être français. Et ce qu'on voit en 14, qui d'ailleurs aura un effet extrêmement puissant sur le rapport de la France avec les Juifs, le sacrifice des Juifs dans la guerre 14, va se revoir de nouveau en 1940. Évidemment, ils sont persécutés, donc ils ont peut-être plus de motifs que d'autres à se battre, mais contrairement à l'idée commune selon laquelle les Juifs se sont laissés conduire à l'abattoir sans réagir, idée que j'ai moi-même partagée quand j'étais adolescent, jusqu'à ce que je me penche sur l'histoire et que je mesure l'incroyable degré d'engagement dans la résistance des Juifs. L'existence d'une résistance juive, d'abord, assez peu connue en France, mais très importante, notamment pour le sauvetage des enfants, mais pas seulement, mais au-delà de ça, l'incroyable engagement des Juifs dans la résistance communiste, non communiste, gaulliste, le nombre de gens qui sont autour de Gaulle et qui sont juifs, au point qu'on lui prête cette formule qui est peut-être apocryphe. À Londres, j'ai cru que j'allais recevoir la France des cathédrales et j'ai eu celle des synagogues. Donc l'engagement très fort. Et le cas de Masse, je l'ai associé à un autre avocat, Nordman, socialiste, deux grands avocats, deux secrétaires de la conférence, deux ténors du barreau. L'un résistera à sa manière en écrivant au maréchal Pétain avec un légalisme qui le conduira finalement à Auschwitz, mais sans lâcher un seul instant de ce à quoi il croit.
et l'autre, Nordman, qui va s'engager dans la résistance armée et qui finira fusillé avec d'autres résistants du Musée de l'Homme. Donc ce sont deux exemples, en effet, de cet engagement à la fois patriotique et courageux des Juifs dans la résistance. J'aimerais qu'on dise un mot de Jules Isaac, parce que pour moi, Isaac, c'est Malais Isaac. J'ai appris l'histoire dans Malais Isaac, toi aussi, probablement. Tu dis, c'est un peu le professeur national, comme il y a eu l'instituteur national à propos de Davis. Et Jules Isaac, il est connu évidemment pour ses manuels, pour son histoire de France, qu'il célèbre à longueur de page, mais il est peu connu pour une action extraordinaire qu'il a eue après la guerre. Après la guerre où sa femme, sa fille, son gendre sont morts à Auschwitz. Son fils, je crois, est revenu. Mais il a eu un effet très important auprès des chrétiens, auprès des papes. Oui, Jules Isaac est un personnage que j'aurais adoré rencontrer. Donc, Jules Isaac est franchement l'exemple type du français juif, du franco-judaïsme, de l'israélitisme. On parlera peut-être de ça tout à l'heure. Oui. C'est un jeune homme, il est engagé donc pour faire le Malais et Isaac. C'est un autre historien plus âgé qui s'appelle Malais qui a commencé ses manuels et lui reprend à ses côtés. Ils sont tous les deux appelés pendant la Grande Guerre en 14. Malais meurt immédiatement. Isaac est grièvement blessé. Il reçoit la Légion d'honneur avec plusieurs citations. C'est un héros de la Grande Guerre. Il rentre, il reprend le manuel tout seul et pour des raisons assez évidentes, à la fois pour rendre hommage à Malais et parce que Isaac, probablement tout seul pour le manuel, le grand manuel d'histoire patriotique, c'est un peu compliqué. Le manuel continuera de s'appeler Malais Isaac après. Il devient ami de Peggy, dreyfusiste, professeur à la Sorbonne. Bref, il fait cette carrière brillante d'historien. Arrive la guerre, il est déjà âgé, il se cache avec sa famille et il échappe miraculeusement à l'arrestation alors que sa femme, sa fille, tu l'as dit, son gendre et son fils sont arrêtés et ils seront massacrés à Auschwitz. Et de là naît pour lui une deuxième vie. Il se persuade comme historien du rôle dramatique que joue dans l'antisémitisme en général l'anti-judaïsme chrétien. Et il décide qu'il faut absolument que l'Église se purge de son anti-judaïsme. Et il écrit un certain nombre d'ouvrages autour d'un thème. La formule est devenue célèbre de l'enseignement du mépris pour essayer de convaincre l'Église de se débarrasser de son anti-judaïsme, d'en convenir d'abord et de s'en débarrasser. Ces thèses sont reprises par une association, un congrès judéo-chrétien qui a le même objectif que lui et qui reprend, il a fait une liste de 18 points qui sont les points que l'Église doit remettre en cause si elle veut se purger de son anti-judaïsme. Mais il n'a pas connu Vatican II, non? Il n'a pas connu. Il est mort juste avant. Il est mort avant Vatican II. Donc, oui. il est accueilli par les papes, les deux papes successifs, qu'il convainc de cette thèse, et finalement, Vatican II, si j'ose dire, est son enfant, sauf que lui va mourir avant. Donc, on ne le sait pas, mais Jules Isaac a été probablement l'un des acteurs majeurs, d'abord de la création des amitiés judéo-chrétiennes au lendemain de la guerre, mais surtout de cette chose extraordinaire, quand on voit ce qui se passe par exemple avec l'islam, de cette chose extraordinaire qui s'est passée dans l'Église catholique, c'est-à-dire la façon dont elle a pris conscience, assumé et nettoyé son anti-judaïsme. Et déclaré que le peuple juif n'était pas déicide, parce que c'était ça l'extraordinaire. Alors, vous verrez, il y a plein d'entrées de grands juifs remarquables, et c'est extrêmement savoureux. À côté des grands juifs, il y a des goyim. Alors, il y a des goyim qui, certains se trouvaient près des juifs, d'autres un peu plus lointains. Et près, alors là, pour moi, c'est une révélation, c'est la première entrée du dictionnaire, c'est Abélard. Abélard, qu'on connaît surtout par son amante, Héloïse, et par sa damnation, la castration. Donc Abélard était un judéophile comme on en fait peu. Et surtout, c'était en l'an 1000, ou quelque chose comme ça. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Rachid, d'une période qu'on a l'impression qui était
tragique pour les Juifs, et pas tant que ça quand même. Abélard était très prosémite. Oui, alors évidemment, dans ce dictionnaire, il y a des Juifs, il y a des Français issus du judaïsme, quoi qu'ils s'en soient éloignés, ou que leur famille s'en soit éloignée. On va y venir. Et puis, il y a des chrétiens qui ont témoigné à l'égard des Juifs d'une aménité, d'une compréhension, d'une amitié, qu'on doit relire tout de même en faisant attention à ne pas relire l'époque avec les lunettes d'aujourd'hui. Donc, leur amitié pour les Juifs n'est jamais exempt de préjugés, de formules malheureuses, enfin, qui nous paraîtraient malheureuses aujourd'hui. Mais lui, en effet, Abélard, alors il a été d'ailleurs mis au banc de l'Église en raison de ses thèses. La thèse d'Abélard, c'est que on ne peut pas tenir les Juifs responsables de la mort du Christ, puisque par essence, ils ne savaient pas qu'il était le Christ, puisqu'ils sont aveugles à la révélation. Donc, comment peut-on tenir pour responsables des gens d'un meurtre dont ils ne savaient pas que c'était la nature de ce meurtre? On peut pas dire qu'il ait fait école, hein. Il a mis du temps, disons, à faire école. Hein. Mais en tout cas, c'est assez spécial. Alors, il a fait école, en revanche, un autre élément qu'on retrouve maintenant dans le droit pénal, qui est que le crime a un élément matériel et un élément moral, un élément intentionnel. Si vous tuez sans avoir l'intention de tuer, vous n'êtes pas coupable ou pas nécessairement coupable. Enfin bref. Donc, et il écrit des textes à l'époque. Il écrit un dialogue entre un juif et un chrétien qui est absolument remarquable et dans lequel il témoigne d'une compassion pour la situation de misère ou de persécution dans lesquelles sont tenus les Juifs, qui est hallucinante pour l'époque. Et il est le premier, en tout cas le premier que je cite, d'une série tout au long des siècles de chrétiens qui auront cette attitude à l'égard des Juifs. Notamment l'abbé Grégoire, qui n'est pas à A, mais qui est à E d'émancipation, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est la Révolution française et c'est la Constituante, si je ne m'abuse, qui en septembre 91 a donné aux Juifs le titre de citoyen français. Et l'abbé Grégoire, cela dit, tu disais, faut pas regarder avec les lunettes d'aujourd'hui, les écrits. Il avait écrit un texte, un pamphlet ou un livre, je ne sais plus, qui s'appelle Régénération. Attends, comment c'est la régénération physique, morale et politique des Juifs. C'est vachement prosémite, ça. Oui, mais une fois encore, il faut qu'on accepte de regarder le passé avec dans le contexte du passé, sinon tout est faux. Mais il y a des textes de Juifs dont on se dit, bon sang, mais comment ils ont pu écrire ça? Bernard Lazare, qui est un saint, comme a dit Peggy, qui a joué un rôle décisif dans l'affaire Dreyfus, au début de sa vie, il écrit des trucs épouvantables sur... presque antisémite, enfin... Antisémite. Oui. On voit ça dans la recherche avec le personnage de Bloch. Donc il y a un niveau de préjugés antisémites, y compris parfois chez les Juifs eux-mêmes. Quand on regarde le passé, on voit que on peut avoir des préjugés antisémites et avoir de la compassion pour les Juifs. Les deux ne sont pas nécessairement incompatibles. Donc oui, il y a chez tous les amis des Juifs, sauf Peggy, parce que Peggy est un personnage absolument extraordinaire. Peggy est un personnage. Tu m'as donné envie de lire, parce que je l'ai jamais lu, Notre jeunesse. Peggy est un personnage incroyable parce qu'il est le fils d'une chaisière d'Orléans, donc qui vient d'un milieu populaire, et les milieux populaires étaient nécessairement antisémites à l'époque. Il est ensuite socialiste, et on sait que jusqu'à l'affaire Dreyfus, les socialistes sont l'un des vecteurs de l'antisémitisme. Finalement, il devient nationaliste et chrétien, deux milieux également antisémites, et cependant, il fait preuve d'une compréhension du fait juif qui est absolument extraordinaire. J'ai repris une formule de lui d'ailleurs pour titrer le chapitre, celui qui marchait avec les Juifs, parce qu'il dit « je marche avec les Juifs ». Et sa veuve demandera que soit apposée sur les murs de la synagogue de la Victoire une plaque pour qu'il repose au milieu de ses camarades juifs morts comme lui dans la Grande Guerre. Donc c'est quelque chose qui me frappe. Vous connaissez la boutade célèbre, qu'est-ce qu'un philosémite? Un philosémite, pardon, c'est un antisémite qui aime les Juifs. Lui, il fait preuve d'un philosémitisme qui n'a rien de suspect, qui est simplement une expression de son humanité, de sa fraternité, de sa compréhension de l'autre.
Et il y a des pages de notre jeunesse, notamment des pages sur Bernard Lazare, qui sont étourdissantes. Alors Sartre, venons à Sartre, parce que on n'a plus aujourd'hui la même conception qu'on pouvait avoir à l'époque, quand il écrit Réflexion sur la question juive, qui doit dater de 45 ou 46. Et beaucoup, il y a des dizaines d'années, pouvaient se dire juif par définition, par antithèse par rapport à celui qui était antisémite. C'est-à-dire était juif celui qui était regardé comme tel. C'est la thèse de Sartre. Thèse à laquelle il y a peu de juifs aujourd'hui qui adhèrent. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a peu aujourd'hui qui adhèrent parce qu'on a une conception probablement un peu plus positive du judaïsme. Mais tu dis, même s'il avait tort, même si ce n'était que très partiel, néanmoins, il faut se rappeler que Sartre a, au fond, défini l'antisémitisme comme un délit. Et il ajoutait même que ça concernait non pas seulement les Juifs, mais tous les Français. Et ça, c'est quand même à mettre à son crédit, tout à fait, avant même qu'il soit envoûté par Béni Lévy. Alors, d'abord, c'est vrai que ça, tout au long de sa vie, peut-être parce que il avait le remords de ne pas avoir été un grand résistant pendant la guerre. Enfin, je ne sais pas quel est le fond secret, peut-être parce que son plus grand ami à l'école normale était Raymond Aron. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, tout au long de sa vie, Sartre a été un ami des Juifs. Il y a de très rares moments, il y a eu un moment où il a fait des déclarations un peu intempestives avec la gauche prolétarienne. Non seulement un ami des Juifs, mais un ami d'Israël. À une époque où, même à la fin de sa vie, où ça ne se portait pas aussi bien que dans les années 48-50. Donc il a été très constant et son amitié tardive avec Béni Lévy peut être vue comme... certains ont prétendu qu'il y avait une espèce d'abus de faiblesse. Moi, je crois que c'est plutôt l'accomplissement de quelque chose qu'il y avait en lui. Et quand il écrit en effet la question juive en 46, 45, 46, je sais plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit la question juive, mais c'est quoi cette façon de poser le problème? Il y a pas de question juive. Poser déjà le sujet comme ça, c'est suspect. En même temps, comme tu l'as dit, d'abord il fait un portrait de l'antisémite qui est absolument remarquable, je dois dire, de la morale du ressentiment qui anime l'antisémite, qui supporte pas les juifs au concours de médecine parce qu'ils ont eu l'agrégation et pas lui. Enfin bon, bref. Il y a une description suggestive qui est extrêmement bien faite. D'autre part, il pose en effet l'interdit sur l'antisémitisme. En troisième lieu, comme tu l'as rappelé, il dit l'antisémitisme n'est pas la question des Juifs, c'est notre question, ce qui en 45 ou en 46 est absolument incroyable, et qui est vécu d'ailleurs par les Juifs de l'époque comme un acte de fraternité et de soutien très puissant. Mais d'un autre côté, en effet, il a cette définition il réduit le fait juif à quelque chose de négatif. On est juif dans le regard des autres. Et donc, il va générer toute une série de réponses de Yankelevitch, de Misrahi, de Lévinas pour lui expliquer ou pour montrer que non, que le fait juif n'est pas seulement négatif, qu'il y a quelque chose de positif dans le fait juif, que le judaïsme ne se réduit pas au regard des antisémites, mais qu'il a une dynamique propre, hein, que chacun expliquera à sa façon. Et d'ailleurs, ça va quelque part nourrir l'œuvre de ce que on a appelé l'école de pensée juive de Paris, puisqu'au lendemain de la guerre, de nombreux penseurs qui ont échappé à la Shoah vont essayer de reposer la question de ce que c'est que le fait juif à la lumière des événements qu'ils viennent de traverser. Et quelque part, Sartre est un stimulateur de cette réflexion. Tu mentionnais Yankelevitch. J'ai regretté que tu le mettes pas dans le dictionnaire. Comme disait Lévi-Strauss, à qui Pierre Nora un jour avait demandé vous avez pas écrit là-dessus sur votre judaïsme. Il avait dit qu'est-ce que vous voulez, on peut pas s'intéresser à tout. Donc, je veux pas dire que tu as ignoré Yankelevitch, mais Yankelevitch aujourd'hui est très intéressant parce qu'en plus
il décrit très bien les antisionistes en disant que les antisionistes, c'est une façon élégante, habillée, facile de se dire antisémite. Bon, mais passons, tu vas pas faire un Non, mais juste un mot, parce que d'abord j'ai oublié des gens. Lévi-Strauss, je l'ai pas oublié, mais comme il s'était lui-même éloigné profondément du judaïsme, je voulais pas faire moi-même une captation d'héritage, et donc, mais par exemple, je suis passé à côté, alors que il aurait pu y figurer, ça aurait été une très belle. Je suis passé à côté de Lustiger. J'ai oublié Bleustein-Blanchet. Yankelevitch, je l'ai pas traité, je l'ai traité à plein de moments, mais parce que je ne connais pas assez son œuvre. Et autant parce que tout le reste est fait de tête. Quoi ? Parce que tout le reste est fait de tête. Non, mais il aurait fallu que je la relise. Elle est longue, et donc et voilà. Alors que Lévinas, en revanche, oui. Il a joué un rôle décisif dans mon rapport ou mon retour ou l'intérêt que j'ai porté au judaïsme, alors que j'étais dans une famille où le judaïsme était assez lointain. Alors continuons dans les Goy. Parlons de Gaulle. De Gaulle, ami des Juifs, c'est comme ça que tu le mentionnes dans cette entrée. Oui, tu rappelles que pendant la guerre, il aurait dit en effet qu'il espérait la France des cathédrales et qu'il a eu la France des synagogues. Peut-être est-ce apocryphe. Tu as rappelé les Juifs dans la Résistance et notamment Crémieux-Briac et un tas d'autres. Mais venons-en à un peuple d'élite. Peuple d'élite, ça a été très mal vécu et c'est difficile aujourd'hui de dire que c'était une phrase amicale pour le peuple juif quand même. Élite, si, mais sûr de lui et dominateur, c'est je vais te surprendre, mais je vais essayer de soutenir cette thèse. Mais oui, je sais. D'abord, De Gaulle du point de vue de son rapport avec les Juifs, est assez étonnant parce qu'il vient d'une famille traditionnalistes, d'extrême droite, maurassienne, d'Action française. Ils sont pas anti-Dreyfusards, ce qui est déjà très surprenant. Et par ailleurs, son père est un ami de Bergson. Donc, c'est pas non plus qu'il est très Dreyfusard, parce que je crois que la formule du général de Gaulle, c'est un truc du genre, je sais plus qui dit ça, l'un de ses fils, chez nous, on pensait que, en tout cas, Dreyfus avait toutes les apparences de l'innocence, qui je trouve une formule un peu ambiguë. Donc c'est pas non plus des Dreyfusistes convaincus, mais le simple fait qu'il ne soit pas anti-Dreyfusard dans la famille d'où il vient, c'est étonnant. C'est surprenant. Oui, parce qu'on peut pas dire que Pétain ait eu la même, alors qu'ils ont exactement le même parcours. Exactement. Et qu'ils étaient très proches. Tout dans son milieu aurait dû le conduire à l'antisémitisme. On a quasiment, à part quelques formules, quand il est jeune officier en Pologne, on n'a quasiment aucune formule antisémite du général de Gaulle, ce qui dans le climat de l'époque est incroyable. Alors, peuple d'élite. Attends, parce que je voudrais juste ajouter, il est très lié à des Juifs avant la guerre, hein, le colonel Meyer et Mendel. Il est entouré de Juifs à Londres et il les traite avec une égalité absolue par rapport parce que c'est sa conception de la France. Peu importe d'où vous venez, l'essentiel c'est que vous soyez un bon Français. À l'un des membres de son cabinet qui lui dit Georges Boris c'était un conseiller de Blum qui allait jouer un rôle très important auprès de Mendès et qui s'engage à Londres, il a 50 ans déjà. Il lui dit, vous savez, Georges Boris, non seulement il est socialiste, mais en plus il est juif, vous devriez vous méfier. Et De Gaulle l'envoie valser en lui disant, mais Georges Boris, il s'est engagé à 50 ans, il a risqué sa vie, il nous a rejoints. Et pour moi, c'est simplement un bon Français. Donc voilà ce qu'est De Gaulle. Et au lendemain de la guerre, il sera comme ça. Pendant la guerre, il se lie avec le Yishuv, enfin les forces qui combattent en Palestine, les forces juives qui combattent en Palestine. Après la guerre, il soutient la création de l'État d'Israël. Quand il est élu, il soutient Ben Gourion. Il l'invite 2 fois à l'Élysée et il dit publiquement que Ben Gourion est l'homme d'État le plus important du XXe siècle, ou le plus grand homme d'État du XXe siècle. Donc en 67, il avertit. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un point. La guerre d'Algérie est finie. Et De Gaulle, dans sa stratégie d'indépendance vis-à-vis des blocs, cherche des alliances, notamment avec le monde arabe. Donc sa politique étrangère se rééquilibre. Après tout, c'est son droit. Et au moment où l'État d'Israël s'apprête à frapper de manière préemptive les troupes, les armées arabes, De Gaulle les met en garde.
pour leur dire ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et quand ensuite la victoire est consommée et que les territoires sont occupés, De Gaulle les met en garde en leur disant attention, c'est un poison. L'annexion des territoires occupés, c'est un poison. Franchement, c'est pas si mal vu. Donc c'est ça De Gaulle. Et en effet, en 67, fâché que ses alliés, parce que la France a énormément soutenu l'État d'Israël, et notamment la coopération nucléaire. Fâché que ses alliés ne l'aient pas écouté, il les morigène dans sa conférence et il parle du peuple sûr de lui et dominateur. Ce qui choque à l'époque, pour 2 raisons d'ailleurs. Ce qui nous choque aujourd'hui, c'est sûr de lui et dominateur. Ce qui choque à l'époque, notamment Raymond Aron, ce qui choque les Juifs qui ont été à ses côtés, les gaullistes, c'est qu'il unit dans cette même expression de peuple les Juifs français et Israël. Et les Israéliens, et que donc il accrédite l'idée de la double allégeance. Et ça, c'est ça qui va choquer Raymond Aron notamment, mais pas seulement. En revanche, l'expression sûr de lui, peuple sûr de lui et dominateur, De Gaulle, il est nationaliste. Donc Romain Gary, qui a écrit un texte merveilleux sur le général De Gaulle après sa mort, dont le titre m'échappe, mais que je vous recommande de lire, qui est merveilleux, dans lequel il parle pour dire les Français, il les appelle pas les Français, il les appelle les petits Français tout attachés. Il a créé un nouveau qui vivent dans la petite France parce qu'ils ont osé dire du mal à De Gaulle. Gary dit non mais pour lui, si on lui avait dit que les Français étaient sur d'eux et dominateurs, il aurait trouvé ça merveilleux. C'est une très belle définition du peuple. Et Gary dit en fait ce que De Gaulle n'a pas pardonné aux Israéliens, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient l'accueillir comme Moïse. Et que quand il leur dirait ne frappez pas les Arabes, ils l'écouteraient comme ils l'ont pas écouté, il en a été vexé. Et je crois que Gary a assez raison. Mais malgré la tempête que va soulever le propos de Gaulle et les propos peu amènes qu'il va recevoir d'un certain nombre de Juifs, y compris de ceux qui l'avaient soutenu, il continuera d'avoir la même égalité d'humeur à l'égard des Juifs qu'avant. C'est pas comme Raymond Barre et ses propos tardifs. Voilà. Oui. Donc De Gaulle, il est, je trouve, exemplaire tout au long dans son rapport avec les Juifs, et c'est d'autant plus méritoire que rien n'y prédisposait. Et c'est d'autant plus surprenant que Raymond Aron, qui était ô combien gaulliste, a été tellement choqué par cette phrase que ça a comme réveillé chez lui la conscience juive. Mais comme tu le sais, Anne, Raymond Aron et De Gaulle avaient des rapports compliqués. Oui. C'est De Gaulle qui avait dit Raymond Aron, il passe pour un intellectuel chez les journalistes et pour un journaliste chez les intellectuels. Donc Raymond Aron, au début, quand il était à Londres, considérait que De Gaulle était un dictateur potentiel. Donc leur rapport a toujours été complexe. Mais en dehors de Raymond Aron, c'est vrai que beaucoup de gaullistes ont été choqués, et De Gaulle a été choqué que ses compagnons d'armes juifs aient été choqués par ses propos. Et Raymond Aron, je voudrais juste citer cette phrase très connue que tu cites, et qui a dit à la suite de la guerre des 6 jours de 67, il disait « Si les grandes puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit État qui n'est pas le mien, ce crime modeste à l'échelle du nombre m'enlèverait la force de vivre et je crois que des millions et des millions d'hommes auraient honte de l'humanité. » C'est un propos tout à fait remarquable si on en vient à Raymond Aron et ce qui était l'israélitisme dont tu parlais tout à l'heure et le franco-judaïsme, ça mérite d'être noté. Bon, alors je pourrais, on aurait pu égrener des tas d'autres noms. Vous irez voir Napoléon, c'est intéressant. Napoléon et les Juifs, dont on ne sait pas vraiment si c'était un ami des Juifs ou s'il a en établissement finalement une sorte de, enfin le consistoire et donc des ecclésiastiques juifs. Est-ce qu'il a voulu les parquer, les démarquer ou pas? Enfin bon, je renvoie parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Et j'aimerais qu'on parle de ceux dont finalement pour lesquels tu tords l'alphabet. Et alors là, c'est tout à fait jouissif, parce que l'intérêt de ces dictionnaires, c'est justement qu'ils sont très personnels, et donc c'est le cinéma et les Juifs. Donc il y a Melville, il y a Gérard Houry, bien sûr, et l'humour de Gérard Houry.
À B, il y a la belle juive. La belle juive, qui est une notion assez particulière qu'on retrouve justement chez Proust avec Rachel Camp du Seigneur, etc. À N, il y a les non-juifs. Alors les non-juifs, fais-nous un petit cours là-dessus sur les non-juifs et peut-être sur le tien. Oui. Alors je finirai par le mien. Dans les non-juifs, mais enfin bon, vous savez tous ça dans cette salle. Il y a en France, il y a 5 familles du judaïsme. Il y a le judaïsme provençal, le premier, celui qui date du 1er siècle de notre ère. Oui, on croit qu'il y a que les Achiers et les Sefs, mais c'est pas vrai. Non. Les Provençaux, qui ne sont ni l'un ni l'autre, et qui sont le plus vieux judaïsme français, d'ailleurs, avec une langue judéo-provençale et des offices qui leur sont propres, et des synagogues merveilleuses. Il en reste 2 dans le Midi. Eux, ils ont les noms des villes, et au début, ils avaient, comme tous les juifs, leur nom et le nom de leur père, et puis finalement, ils ont pris des noms des villes du Midi, donc Carcassonne, Val-la-Brègue, etc. C'est ceux que tu appelles les juifs comtadins, donc les juifs du pape. Voilà, c'est les juifs du comtat venessin, oui. Voilà, qui sont restés continuellement en France parce qu'ils ont été placés sous la protection du pape et d'un Français, puisque c'est un pape français à Avignon qui les a protégés, le pape Clément le Bien Nommé. Donc ça, c'est les premiers noms. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont des noms de villes françaises, en gros, en dehors de quelques-uns comme René Cassin, dont on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais la plupart de leurs noms sont des noms de villes françaises du Midi, Lunel, etc. Ensuite, deuxième par ordre chronologique, ce sont les Juifs alsaciens et lorrains, qui sont sur le territoire de l'Alsace et de la Lorraine depuis à peu près le 9e siècle de notre ère, et qui, eux, ont des noms allemands plus ou moins transformés ou francisés, et qui ont été définitivement établis, justement par Napoléon, au moment de l'état civil. Et donc avec des variantes, par exemple Guccio ou Gotcho, ou Guachel, la fameuse skieuse. Donc il y a des variations selon qui sont en Alsace ou en Lorraine. Et là encore, ça peut être des villes, des noms de villes ou des noms de personnages. Certains aussi ont pris des noms. Anne le sait. Certains parce ont modifié leur nom au moment de l'état civil. Par exemple, Nora, c'est probablement Aaron inversé parce qu'il devait y avoir trop de Aaron dans le village, il fallait se distinguer. Ou Fabius. On ne sait pas très bien pourquoi Fabius s'appelle Fabius, mais au moment de se déclarer à l'état civil, il y a un juif qui devait s'appeler Lévi ou Cohen ou que sais-je, et qui devait aimer le latin, qui devait aimer les héros latins. Donc ça, c'est la deuxième, la deuxième famille. La troisième famille sont les Juifs de Bordeaux, XVIe siècle. Ce sont des Juifs espagnols ou portugais qui se sont faussement convertis, installés en France, qui ont reçu des lettres patentes en faisant semblant d'être chrétiens. Mais c'est les aristos, ça tu dis. Ça c'est l'élite du monde juif. Oui. Et ils ont souvent des noms. Alors ils se sont remis à confesser leur religion ouvertement lorsque la possibilité leur en a été donnée. Et eux, ils ont des noms portugais ou espagnols. Mendes, typiquement Mendes, Mendes France. Il y a les Juifs, je continue chronologiquement, 1870, décret Crémieux. Voilà encore un truc incroyable. La France donne la nationalité française à des Juifs indigènes de ses colonies. Aucun autre pays au monde n'a fait ça. Grâce à un Juif devenu ministre. Grâce à un Juif comtadin devenu ministre, Crémieux. Là encore, 1848, premier pays du monde à nommer des ministres juifs, ou enfin à accepter que des ministres juifs soient dans son gouvernement. Parce qu'il y a des juifs dans d'autres pays, d'Israéliens en Angleterre, mais il est anglican, il est plus juif. Alors qu'en France, ça c'est la Révolution française, vous pouvez vous entrez dans la nation sans cesser d'être vous-même. Donc 1870, les noms des juifs séfarades, d'Afrique du Nord, et donc là il y a deux grandes familles. Il y a les noms espagnols, ce sont des juifs qui après la 1492 ont rejoint l'Afrique du Nord, et puis il y a des noms berbères ou arabes, et ça c'est l'autre généalogie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on imagine qu'on a repéré le fait qu'il y avait probablement, ou qu'on supposait qu'une partie des Juifs d'Afrique du Nord étaient des berbères qui s'étaient convertis au judaïsme pour résister à l'islamisation, parce qu'ils ont des noms berbères. Voilà. Et puis il y a les Juifs ashkénazes, ceux d'Europe centrale, qui viennent à partir du 19e siècle. Et là, c'est tous les noms que vous connaissez, mais dont certains sont très amusants pour une raison
plus ou moins comique, c'est que les officiers d'état civil prussiens, est-ce par esprit poétique ou est-ce pour se moquer des Juifs, leur ont donné des noms Appelbaum, Rosenzweig, Finkelkraut, qui traduit en français donne Finkelkraut, je ne sais pas si je suis exact, mais je pense que ça veut dire le chou de l'oiseau ou quelque chose comme ça, le chou au sens la choucroute. Du légume, oui. Hein, du légume. Oui, du légume. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà les. Et puis après, il y a quelque chose qui arrive au lendemain de la guerre, qui arrive un peu avant, c'est la transformation des non-juifs. Après la Shoah, j'en suis l'exemple vivant. Mon père, moi, ma famille, ce sont des juifs allemands. En 38, ils échappent miraculeusement à l'extermination, à la persécution. Toutes les portes de tous les pays du monde leur sont fermées, sauf celle de la France. Et ensuite, pendant la guerre, reconnaissance au carré, si j'ose dire, ou dette au carré. Mon père est caché, enfant juif, il a 11 ans, par un médecin catholique dans un sanatorium de Chamonix avec d'autres enfants juifs, une toute petite équipe de héros anonymes, enfin de héros modestes et ordinaires, extraordinaires en fait. Les justes cachent au péril de leur vie des enfants juifs. Et donc mon père, au lendemain de la guerre, au moment où ses enfants naissent, change son nom. Il s'appelait Olivenstein, il devient Oliven. Pourquoi ? Probablement. Alors lui, il avait toute une série d'explications rationnelles. La première, c'est qu'il voulait plus rien avoir à faire avec l'Allemagne et que son nom était allemand. La seconde, c'est que il avait une dette profonde à l'égard de la France et qu'il souhaitait que cette dette s'exprimât dans son intégration. Donc il a donné des prénoms. Il a appelé mon frère François, mon frère aîné, et moi Denis pour Diderot et les Lumières. Enfin bon, bref, il est dans un mouvement d'assimilation très profond, donc ce que son nom exprime. Je pense aussi que, de manière plus psychanalytique, enfin, ou plus psychologique, qu'il a voulu épargner à ses enfants les désagréments, pour le dire d'un euphémisme, qu'il avait vécu portant un nom juif pendant l'occupation, puisque c'est au moment où ses enfants naissent qui changent de nom. Il y a la femme, d'ailleurs, je ne devrais pas dire que c'est la femme d'Edoui Plenel, parce qu'elle existe sans Edoui Plenel. Nicole Lapierre, sociologue, a fait un très très beau livre pour raconter ces changements de nom. Mais en tout cas, il y a un gros mouvement pendant la guerre, après la guerre, pardon, de transformation des noms. Finkel devient Finel, etc., etc. Et Schwartz devient Sinclair. Schwartz devient Sinclair. Alors il y a ceux très importants comme toi, dont c'est le nom de guerre. Oui, c'est le nom de guerre. Aubrac. Bon. Alors. On continue à égrener, mais je voudrais qu'on en vienne assez vite à, au fond, la thèse du livre, qui est parce qu'il y a une thèse derrière un dictionnaire, ce que tout le monde ne sait pas, mais la thèse du livre, c'est-à-dire la célébration du franco-judaïsme. Mais je voudrais quand même, oui, alors je signale que vous trouverez des entrées assez savoureuses sur les juifs et les maths, sur les médecins juifs, sur AD, la ville de Deauville. C'est presque antisémite d'ailleurs cette entrée, j'ai trouvé. Bon, il y a un certain nombre d'entrées sur des juifs indifférents. Par exemple, Montaigne, que tu aimes tant. Alors, il n'est pas du tout concerné. Il a jamais dit qu'il était juif. Il n'est pas du tout concerné par le judaïsme et il traverse. Alors que c'est le plus grand écrivain français, c'était Gide qui le célébrait comme ça, je crois. Et donc, tu as la fierté que Montaigne soit juif. Je sens ça dans tout ce que tu dis. Mais Montaigne, il est assez indifférent. Et puis, il y en a qui sont je dirais, des juifs pas nets. Par exemple, Proust. Alors Proust, il a un problème d'identité évident, double problème d'identité. Un, il est juif. Deux, il est homosexuel, pas affirmé. Mais alors les juifs dans la recherche, à part Swann qui est élégant, mais encore sur le tard, il se découvre un nez hébreu, de vieil hébreu. Qui est tout à fait intéressant, mais à part Swann qui est élégant, Bloch est d'une vulgarité terrible, Rachel n'en parlons pas, alors que vraiment c'est
c'est vraiment, c'est pas de la haine de soi, mais c'est pas très loin de la haine de soi. Je crois que c'est l'entrée que je préfère, moi, parce que bon, j'aime la littérature, donc j'ai consacré quelques entrées aux Juifs chez Balzac, à Montaigne. Mais Montaigne, Proust est partout. Proust est partout. Mais Montaigne, c'est pas tellement qu'il est juif, bien sûr, moi c'est l'un de mes écrivains préférés, mais c'est surtout c'est ce type venu de famille juive qui est l'incarnation la plus achevée de l'esprit français, de la civilisation française, ce qu'il y a de plus civilisé chez les Français, de plus français dans la civilisation. Donc c'est ça le miracle judéo-français ou franco-juif, c'est le miracle du génie français à mon avis. On va y revenir peut-être tout à l'heure quand on parlera du fil directeur du livre. Et donc parmi les entrées, j'en ai fait une sur Proust parce que Proust c'est phénoménal et Proust a une thèse et je l'aborde à partir de deux personnages. Il y a des pages célèbres et très très belles d'ailleurs de la recherche dans lequel il parle des races maudites. Les races maudites, ce sont les homosexuels et les juifs. Et il fait une comparaison entre les deux pour montrer par tout un tas de choses comment les homosexuels aiment voir des homosexuels partout, comme les juifs eux-mêmes. Moi, on repère des juifs dans toute l'histoire de France. Il fait toute une comparaison sur leur persécution. Enfin bon, bref. Et donc j'ai pris les deux grands personnages qui sont comme deux motifs musicaux de la recherche, Charlus et Swann, pour montrer la thèse. Et au passage, je regarde les autres. Mais la thèse fondamentale de Proust, c'est qu'on n'échappe pas à ces déterminants profonds. Vous naissez homosexuel et quelque effort que vous fassiez pour essayer de dissimuler cela au monde, vous finirez homosexuel. Donc Charlus finit en vieille tante, pardonnez-moi de l'expression, alors qu'il est duc et que tout au long de la recherche, il est et Swann finit en vieux juif alors qu'il est membre du Jockey et qu'il a tout fait pour échapper à sa race, pour reprendre l'expression de l'époque. Mais il avait pris des modèles dans la société de l'époque, puisqu'on sait que Charles Haas est le modèle de Swann. Exactement. Et que Madame Strauss est le modèle alors de la duchesse de Guermantes, etc. Oui, parce que je traite aussi Haas et je traite aussi les salonnières juives. Et voilà, donc Proust c'est très intéressant. Mais Proust c'est très intéressant parce que ça fixe bien le rapport complexe que la société française de l'époque a avec les Juifs, au moment où ces Juifs sont en pleine phase d'assimilation. Au moment où Proust écrit, c'est vraiment le summum de l'assimilation juive, moins qu'aujourd'hui, mais je veux dire par rapport à la trajectoire d'avant. Et on voit le rapport ambigu qu'il entretient avec cette assimilation. Ces Juifs demeurent quand même à ses yeux, lui qui est à moitié juif, plus ou moins un corps étranger. Mais oui, enfin, un corps étranger et qu'il dépeint sous des traits à part l'élégance de Swann. Enfin, les pages sur bloc sont effrayantes dans la recherche. Bon, alors donc il y a les juifs pas nets et puis il y a les antisémites notoires. Alors ça, il y en a quelques-uns. D'abord tous les rois de France, ou plus exactement les Capétiens plutôt, parce que je sais pas, tu dis rien des Bourbons, mais les Capétiens, Philippe Auguste, Philippe le Bel, Saint-Louis, tout ça, des horreurs. Mais parmi les antisémites, tu finis quand même par leur trouver des excuses. Ça m'a frappé. C'est par exemple, c'est vrai sur Renan, c'est vrai sur Barrès dont tu parlais tout à l'heure. Tu trouves des excuses. Oui, pas sur les Juifs collabos parce que bon, enfin si encore. Tu dis le pauvre Maurice Sachs, c'est pas de sa faute. Bref. Sur Michelet, tu l'excuses parce qu'il écrit comme un dieu et donc t'es sensible à son écriture, mais quand même. Alors oui, tu dis c'était pas évident d'échapper aux préjugés de l'époque. Il faut les comprendre. Bon. Voltaire, tu le détestes, mais tu détestes Voltaire parce que tu le trouves beaucoup moins intelligent que Diderot, dont tu portes le prénom, et Jean-Jacques Rousseau, mais surtout Voltaire est un antisémite, mais terrible. Et néanmoins, on lui doit, peut-être nous aussi, la liberté d'expression, la revendication de dire même ce qui fâche et la liberté de le faire. Donc à la fin tu les pardonnes. Alors d'abord, en dehors des trois rois que tu as cités, que j'ai évoqués, parce que je voulais pas qu'on croie
je ne sais pas qu'il y a eu des moments tragiques dans l'histoire de France, notamment les expulsions. Mais sinon, en dehors d'eux, tous les antisémites, entre guillemets, que je cite, puisque c'est un dictionnaire amoureux, sont des gens que j'aime et dont j'essaie de montrer qu'ils ne sont pas si antisémites que ça quand on regarde, non pas avec nos lunettes à nous, mais avec les lunettes de l'époque. Donc, en effet, des personnages... Alors, et ces personnages sont des personnages ambigus. Une fois encore, aucun d'entre eux, Léon Bloy, par exemple, écrit des choses que je n'ai même pas citées tellement elles sont épouvantables sur les Juifs. Et en même temps, il écrit un texte... il écrit cette formule: les Juifs sont comme une barre qui traverse le fleuve chrétien pour l'élever. J'ai plus la citation exacte. Et en fait, il finit par un éloge incroyable des Juifs et des formules incroyables sur le fait que quiconque insulte les Juifs insulte le Christ. Donc à l'époque, et Renan, c'est pareil. Renan a des formules. Le mot antisémite a été forgé pour Renan. En raison de ces thèses dont on a pensé qu'elles étaient racialistes, mais en fait elles l'étaient pas, bref. Mais par ailleurs, Renan montre une compréhension des Juifs, une admiration pour les Juifs. Il considère qu'en gros, il y a deux peuples décisifs dans l'histoire de l'humanité, les Grecs et les Juifs. Les uns qui ont apporté la morale, ou l'idée de la justice, et les autres, l'idée de la raison. Donc tu vois, ils sont à chaque fois, c'est pas des antisémites imbéciles, ils ont une part de préjugés. Mais à côté de ça, ils ont une espèce de révérence et de compréhension du fait juif qui est très impressionnante. Barès, on l'a dit. Michelet écrit des pages absolument incroyables sur les Juifs, incroyables d'admiration. Mais comme c'est mon hypothèse, elle est peut-être fausse, c'est peut-être pour le sauver. Comme il raconte l'histoire en caméra subjective, vue d'en bas, pas vue d'en haut. Il se fait le porteur des préjugés juifs des époques qu'il traverse. Oui, c'est bien ce que je dis, tu les excuses. Je les excuse. Je les excuse, mais parce que je vois comme quand un écrivain de l'époque du 19e, a fortiori d'Abélard, a de l'empathie, de la bienveillance et de la compréhension pour les juifs, même au milieu de préjugés, alors qu'à l'époque, le préjugé est la règle, et parfois infiniment plus violent, je me dis qu'il y a quelque chose de mystérieux et d'extraordinaire. Bon, alors, et puis, je vous donne les pièces du dossier. Vous jugerez vous-même. Oui, Voltaire, t'as échappé là. Voltaire. Ah non, Voltaire, il a des phrases épouvantables. Mais pourquoi ? Voltaire lutte contre l'infâme, contre la religion chrétienne. Oui. Et il voit dans le judaïsme la mère de la religion chrétienne. Donc il déteste les juifs. Il déteste pas les juifs en tant qu'être humain. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans une correspondance qu'il a avec un juif qui l'interpelle. Il déteste pas les juifs en tant qu'être humain. Il déteste le judaïsme comme religion. Il déteste l'obscurantisme du judaïsme. Il cite des passages de la Bible et leur violence. Donc, dans son combat contre l'obscurantisme religieux, il pense que le judaïsme est la matrice de ceux qu'il combat, et donc il le combat avec violence. Et tu l'excuses parce que tu dis finalement, il est parmi les pères des Lumières et nous sommes les héritiers des Lumières. Donc, mais bien sûr, c'est les Lumières qui ont émancipé les Juifs et il en est l'un des pères. Bon, par ailleurs, je trouve que c'est un écrivain. Enfin, il m'intéresse pas comme écrivain ni d'ailleurs comme philosophe, mais pas quelqu'un que j'aime. Mais je dois reconnaître que c'est lui faire. C'est injuste. Alors pourquoi est-ce que Voltaire passe pour être le parangon de l'antisémitisme? C'est parce qu'il a été instrumentalisé par Vichy par la collaboration, en extrayant de ses œuvres les passages les pires pour en faire le bréviaire de l'antisémitisme. Enfin, c'était à son corps défendant, et c'est parce qu'ils avaient mal lu Voltaire. Et c'est un peu comme quand toute chose égale par ailleurs, on pourrait appliquer à Voltaire la distinction qu'on peut faire entre islamophobie et haine des musulmans. Il est, je sais pas quel serait l'équivalent. Il déteste la religion juive. Ça ne veut pas dire qu'il déteste les juifs. Intéressant, là. Ça me pourrait partir sur autre chose. Bon, je voudrais qu'on termine sur justement ce qui sous-tend le livre, et on sent bien là où vont tes affinités. C'est-à-dire, au fond, ceux dans lesquels tu te reconnais et ceux que tu apprécies, c'est ceux qui sont juifs, qui ont conscience d'être juifs, mais qui ont
tout donné à la France ou la France a tout pris d'eux. Et on parlait de Raymond Aron tout à l'heure, qui est l'exemple même de ce qu'on peut appeler le franco-judaïsme ou l'israélitisme, parce qu'on dit plus israélite, il y a que les antisémites qui disent israélite. Et israélite, nos parents, nos grands-parents, en tout cas c'est vrai dans ma famille, je crois que c'est vrai aussi dans la tienne, se disaient israélites, parce que à l'époque juif était une insulte, était un mot horrible dont que nous avons repris à notre compte comme une revendication positive. Mais dis-nous ce qu'est pour toi ce que tu appelles le franco-judaïsme et dont tu dis d'ailleurs qu'il est probablement mort et qu'il est mort. Il est mort quand? Il est mort avec les grands juifs qui s'étaient au fond identifiés à cette famille. Et il est mort avec Vichy, non? Il est mort sous Vichy. Il est mort dans les années 50, mais je vais te dire pourquoi. C'est quoi le franco-judaïsme? C'est ça, c'est ce truc exceptionnel, extraordinaire, qui n'existe nulle part ailleurs et qui a tenu bon, qui a des racines antérieures à la Révolution. C'est pour ça que je me suis intéressé à la relation des Juifs avec ce qui allait devenir la France avant la Révolution, pour montrer qu'il y a quelque chose, notamment chez un certain nombre de penseurs chrétiens, chez Abélard, chez Pascal et d'autres, il y a un socle. Il y a un socle d'affinité avec les Juifs qui est antérieur à la Révolution. Mais avec la Révolution, il se produit quelque chose qui est une rupture dans l'histoire de la société occidentale, qui sera suivie tardivement par d'autres, qui est que c'est l'émancipation des Juifs. Selon la formule de Clermont-Tonnerre, qui est l'un des acteurs de cette émancipation, qui est bien connu et qui va servir de loi à cette émancipation, tout aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant que nation. Nation au sens de communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, Juifs, vous serez des citoyens de plein exercice, rien ne vous distinguera des autres, vous aurez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les mêmes devoirs, c'est Napoléon qui l'impose et ça, il parachève l'œuvre de la Révolution. Les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous avez le droit, on ne vous demande pas, pour rentrer dans la nation française, de renoncer à être vous-même, simplement comme les autres, votre particularisme est du domaine privé. La religion, c'est privé. Vous avez absolument le droit de confesser votre judaïsme, mais c'est une affaire privée. Dans le public, vous n'êtes pas juif. Dans le public, vous êtes comme tous les autres. Pas plus que les catholiques ne sont catholiques ou que les protestants ne sont protestants dans la sphère publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devenez, c'est pour ça qu'on forge le mot d'israélite, pour se distinguer des juifs qui étaient une nation à part dans la nation. Une nation, une communauté, disons. Donc, vous êtes des Français de confession israélite. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes plus juif. Et à partir de là, vous avez les mêmes droits que les autres, et progressivement, d'ailleurs, ça va se matérialiser. Les Juifs vont devenir des grands hommes d'affaires, des banquiers, des industriels, et puis aussi rentrer au cœur de la puissance régalienne, des magistrats, des soldats, des hommes d'État, des présidents du Conseil, et c'est ça le modèle français, c'est ça le franco-judaïsme. Et ce franco-judaïsme va permettre, il va avoir un effet sur le judaïsme. Le judaïsme va essayer de ressembler au catholicisme dans l'architecture de ses synagogues, même dans la liturgie, dans l'habit de ses clercs, etc., etc. Et finalement, c'est un équilibre qui va se maintenir, puisque ils ne cesseront pas d'être juifs tout en étant de très bons Français et en étant traités avec une égale considération que les Français. Ce qui va changer la donne, c'est plusieurs choses. C'est la Shoah, même si, alors quand je dis ça, parfois je suscite réprobation, mais c'est vrai, même si ce génie français continue de se produire pendant l'occupation, parce qu'en France, il y a les collabos qui ont saisi le pouvoir alors qu'ils n'avaient jamais obtenu par les urnes, l'ont saisi à la faveur de la défaite et de l'occupation. Mais 75% des Juifs vivant en France échapperont à l'extermination, alors que 75 à 90% des Juifs dans l'Europe occupée seront exterminés. Il y a là aussi une exception française. Mais tout de même, il y a ces images des gendarmes français qui conduisent des Juifs au Veldiv ou à Drancy. Première rupture.
C'est la lettre de l'avocat Maas. Première rupture, donc il y a quand même une blessure pour le judaïsme français. Deuxième chose, la création de l'État d'Israël. Parce que jusqu'à présent, pour les Juifs, la question de la nation ne se posait pas. Ils étaient français de plein exercice, il n'y avait pas de sujet. Ils n'étaient que français. Ils étaient d'abord et avant tout et tout simplement français, comme dit Marc Bloch, qui va rentrer au Panthéon. À partir de la création de l'État d'Israël, commence le sujet de... ça n'est pas un État pour nous. D'ailleurs, les Juifs français seront très tardivement sionistes. Ils vont se rattraper après. Ce n'est pas un État pour nous, c'est un État refuge pour les Juifs qui n'ont plus de patrie. Les Juifs d'Europe de l'Est, les Juifs d'Allemagne nazie ou les Juifs chassés du monde arabe. Nous, on est français. Mais tout de même, il y a un lien qui se fait. Alors, chacun l'exprimera à sa façon. Aaron dit c'est un lien spirituel avec l'État juif, auquel je n'appartiens pas, puisque je suis français. Lévinas dira c'est le pacte d'Auschwitz. Mais enfin, il demeure que quelque chose vient complexifier un peu le rapport des Français juifs avec leur pays. Même Bernard Lazare, dont tu parlais tout à l'heure, vraiment Dreyfusard, un des premiers Dreyfusards, et qui a écrit des pages antisémites absolument épouvantables, mais il s'interroge sur ce que c'est que d'être juif, parce qu'il dit c'est pas une religion, parce que moi-même, dit Bernard Lazare, je suis athée, c'est pas une race, c'est prouvé, mais donc c'est quoi? C'est une sensibilité particulière et c'est l'appartenance à un peuple. Donc au fond, déjà, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a cette conscience d'appartenance. Absolument. Et donc avec la création de l'État d'Israël, ce sujet va devenir un peu plus brûlant. Troisième élément, le rapatriement des Juifs d'Algérie ou d'Afrique du Nord au sens large, puisque comme le dit Chouraki, ce sont les plus occidentaux des orientaux, les plus orientaux des occidentaux. Mais surtout, leur rapport avec le judaïsme est beaucoup plus, peut-être plus simple, plus assumé, plus ostentatoire. Et même si c'est pas tout à fait vrai pour les Juifs d'Algérie qui sont très israélites, il reste quand même que ça modifie assez fortement, ça importe une façon de vivre son judaïsme qui est différente. Et puis il y a quelque chose qui dépasse très largement les Juifs, qui est l'accomplissement de la société libérale, de la société des individus, dont mai 68 est l'expression, mais qui est la souveraineté de l'individu, l'exaltation du droit à la différence, la fierté des minorités. C'est pas seulement vrai des Juifs, c'est vrai des homosexuels, c'est vrai du régionalisme, c'est vrai évidemment des musulmans. Et donc les Juifs eux-mêmes donc on va voir apparaître un rapport avec son judaïsme qui est en rupture avec l'israélitisme. Par exemple, le port de la kippa dans la rue, c'est quelque chose que même les Juifs religieux pratiquants et même ortho-pratiquants du 19e ou du début du 20e n'auraient pas fait. Ils portaient la kippa à la synagogue ou chez eux pour le soir du Shabbat, mais pas dans la rue. Mais bon, c'est la société contemporaine comme ça. Donc ça vient bousculer fortement le franco-judaïsme, même si je pense, moi, profondément, que ce socle continue d'être très puissant. Et d'ailleurs, la proportion de ceux qui portent une kippa dans la rue est faible. Dans la totalité le modèle assimilationniste, c'est quand même le modèle encore très très puissant de cette société française. De même d'ailleurs que je pense, on pourrait en débattre, que la France c'est pas du tout antisémite. Ma thèse, moi, c'est que la France a été le pays le moins antisémite ou le plus philosémite du monde et qui continue de l'être. Oui, et d'ailleurs... C'est pour faire débat que je dis ça. Oui. Mais d'ailleurs, quand tu parles du particularisme des Juifs, et de l'assimilation et de l'entrée des Juifs dans la société française, si les nazis ont choisi de faire une exposition au Palais Bauerlitz qui s'appelait Le Juif et la France, c'était bien pour dire, vous voyez, on va débusquer, on va les dénoncer, ceux qui sont dans la presse, dans le spectacle, dans la politique, ceux qui n'ont pas l'air d'être juifs, mais qui le sont quand même, et on va vous donner les particularismes. Donc c'était même par ce côté très négatif et noir, c'était bien la preuve de l'ancrage des Juifs dans la société française. Je dis c'était, mais c'est toujours. Il y a des gens dont j'ai jamais entendu parler et dont tu fais un portrait, qui s'appellent les frères d'Armesteter. Jamais entendu parler. Deux génies. Je précise que mon dictionnaire, pour la raison qu'on vient d'évoquer, s'arrête dans les années 50. Mes derniers personnages sont nés avant 1910. Précisément parce qu'après, c'est une autre histoire.
Oui, c'est deux frères, c'est deux. Vous savez qu'il y a des fratries géniales. Il y a les frères Renac, qu'on appelait les frères Je sais tout, et il y a les frères d'Armerstetter, qui sont deux brillants sujets venus d'Allemagne et d'Alsace, élevés très religieusement, et qui deviendront un philologue, pour l'un un philologue génial, et pour l'autre un spécialiste du monde, un élève de renom. Et l'un d'eux théorise la raison du franco-judaïsme. Il s'inspire d'un autre penseur. Mais sa théorie, je vous la redis parce que j'y crois, enfin je la crois assez fondée en raison, est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est en France que s'est fait cet alliage qui n'existe nulle part ailleurs? Pourquoi? Est-ce que c'est une théorie du climat, l'effet du hasard? Non. C'est parce qu'il y a une très grande coalescence entre le fondement de l'idée juive et le fondement de la France moderne, en tout cas telle qu'elle est née dans la Révolution. Et au moins sur deux points. Le premier, c'est le Dieu unique qui correspond à l'idée, disons, universelle de la loi, l'universalité de la loi qui correspond à l'universalisme de la Révolution, et l'autre, c'est le messianisme qui correspond à l'idée du progrès. Donc il dit, au fond, la Révolution est comme entrée en résonance naturellement avec le fond de la conviction des Juifs. Et il n'est pas le seul à le penser. Renan pense la même chose. Renan pense que la Révolution est l'accomplissement, les Lumières sont l'accomplissement de la promesse ou du message juif. Et je crois que c'est assez vrai. Il y a une cohérence, il y a une résonance entre le fond des valeurs de la République et le fond des valeurs du message juif. Et je pense que c'est un facteur d'explication à la fois de la façon dont les Juifs ont été accueillis par les Français et dont eux-mêmes se sont assimilés à la nation. Alors on n'entrera pas dans un débat qui pourrait être celui adressé à l'islam et aux musulmans, assimilation, intégration. Les Juifs ont été assimilés, intégrés, les deux. Et aujourd'hui, comment se vivent-ils, à ton avis? Tout à fait assimilés. Ils ont été parfaitement assimilés, sans cesser assimilés. Si c'est devenir semblable aux autres, oui, ils ont été assimilés dans la sphère publique. Et d'ailleurs, quand je disais que Napoléon parachève l'œuvre de la Révolution, vous le lirez, pour ceux d'entre vous qui me feront la grâce de me lire, vous le lirez dans l'entrée sur Napoléon. Il réunit un grand Sanhédrin, utilisant un vocable hébreu antique, avec les chefs, disons, de la communauté juive laïque, enfin séculière et religieuse, et il pose des conditions. Toutes ces conditions, en fait, c'est la subordination de la loi juive à la loi générale. Par exemple, je l'ignorais, mais jusqu'à cette réunion du Grand Sanhédrin, les Juifs n'avaient pas renoncé, théoriquement en tous les cas, à la polygamie. Ils y avaient renoncé de fait depuis longtemps, mais légalement, ils pouvaient être polygames. Donc il leur dit, non. Le service militaire. Il y a toute une série de règles dans lesquelles les Juifs, religieux et non religieux, acceptent de subordonner, d'ailleurs de bonne grâce, de subordonner leur loi à la loi, acceptent que s'impose à eux la loi commune et qu'elle prévale sur leur loi particulière. Ça, c'est vraiment l'assimilation. Et le sujet qui se pose aujourd'hui avec l'islam, c'est bien ça. C'est que pour beaucoup des croyants, peut-être en raison de la particularité religieuse de l'islam, de son côté plus littéral peut-être, l'entrée en cohérence entre leur loi religieuse et la loi commune pose parfois un problème. Voilà, on est au cœur. Alors évidemment, ils n'ont pas eu la chance, si j'ose dire, de rentrer en France en 1791, ou même bien avant, au 1er siècle, et de bénéficier du creuset de la Révolution française. Ils sont arrivés à un moment où la société libérale était en train de défaire ce principe de l'unicité républicaine. Mais c'est clairement un problème que les Juifs n'ont pas rencontré et qui explique, à mon sens, leur très bonne insertion, leur très bonne intégration à la société française.
Bon, je crois qu'on va arrêter là, mais en te remerciant vivement parce que c'était passionnant et je pense que ça vous a passionné. D'ailleurs, il vous a dédicacé son livre de Denis. Là, donc, si vous voulez en savoir plus sur les Juifs de France et les autres, écoutez, vous allez assister à ces dédicaces. En tout cas, merci à toi et vous aurez remarqué l'érudition extraordinaire. Aujourd'hui, tu pourrais, tu pourrais presque être rabbin aujourd'hui, non? Mais je crois pas. Non, parce que c'est un domaine sur lequel, franchement, je ne suis guère savant. En tout cas, on peut Merci l'applaudir. à vous. Merci.